à tous, c'est Samir du groupe Belgium United. Nous sommes le 22 novembre 2014 et nous allons assister à une conférence de notre ami et ancien député au Parlement, Laurent Louis. Conférence organisée dans le quartier Matongé, en plein centre de la capitale, dans la très belle maison africaine de Koumba. Quel avenir pour la Belgique? Quel avenir pour l'Afrique? Les citoyens face au nouvel ordre mondial. Voici les sujets évoqués aujourd'hui, ainsi que la présentation de son premier ouvrage, Debout. Je pense rétablir une certaine vérité par rapport à ce livre. Je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de tricher, je n'ai qu'à simplement dire ce que j'ai vécu, quel a été mon parcours depuis que je suis né, quels ont été mes combats, et n'importe qui est objectif, qui veut bien être ouvert à la discussion, eh bien comprendra qu'aujourd'hui tout n'est que manipulation et que la presse n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous désinformer et nous faire soutenir l'insoutenable en fait. Et cette triste réalité, ben, c'est le déclencheur de tout mon combat politique. C'est le déclencheur de tout mon parcours, du fait que je me suis allié dans ce qu'on appelle le mouvement de la dissidence, tout simplement parce qu'il est normal à un certain moment que toutes les personnes qui sont honteusement stigmatisées s'unissent, si tant est qu'il est possible de s'unir dans la nature humaine et ce qu'elle est. Donc, évidemment, dans ce bouquin, ben, on commence par mon parcours. Bon, le parcours de naissance et mon parcours scolaire, ça c'est pour tous ceux qui aiment prétendre que je suis un imbécile. Ils verront que durant mon parcours scolaire, j'ai jamais eu le moindre problème. Ils apprendront aussi que je viens d'une famille qui n'a jamais fait de politique. Donc je suis un extraterrestre au niveau de la politique. Je n'ai jamais eu de poussant, personne pour m'introduire à tel ou tel endroit. Et je me suis construit tout seul et ça correspond totalement à ma mentalité. Je ne dois rien à personne. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut arriver comme ça en politique, comment on peut être élu. Ça, c'est des questions que beaucoup de personnes se sont posées. On a même été jusqu'à inventer l'incroyable, pourquoi je n'existais pas. Donc, la chose la plus extraordinaire dans ma carrière politique fut de devoir démontrer que j'existais. C'est un truc complètement fou. Je ne pensais jamais devoir en arriver là. Mais donc, ben, toutes les personnes qui sont venues me voir au Parlement ont bien pu comprendre que j'existais. J'existe. Même encore cette semaine, quelqu'un m'a demandé si j'existais vraiment. C'est toujours difficile de répondre à cette question. Je dis oui, j'existe. Enfin, si j'existais pas et que je serais quand même là, je répondrais quand même. Donc, ça n'a pas de sens, ce truc-là. Donc, voilà. Donc, j'ai bien des parents qui ne sont pas membres du Mossad, qui ne font pas partie de la CIA. Il n'y a pas de fausse identité. Donc, mes parents sont malheureusement plus vivants. Ils sont décédés. Moi, je n'ai plus de famille autour de moi. Ce qui m'a permis aussi, après avoir surmonté ces difficultés de la vie, de m'être durci et d'avoir été suffisamment fort pour, à 30 ans, parvenir à se placer face à ces... Oui, voilà, au Parlement et à pouvoir les regarder dans les yeux et à leur dire leurs 4 vérités. Sans ça, je ne pense pas que j'aurais été capable de le faire. Donc voilà, comment est-ce que je suis arrivé au Parlement? Parce que c'est ça la question. Sans poussant, sans rien du tout. Ben, simplement à force de travail. Et le système politique belge est fantastique. C'est que tout est tellement particratique. C'est que si vous vous mettez à plat ventre pour le parti, vous montez très vite. Et pourtant, j'ai commencé dans un parti, c'est pas n'importe lequel, c'est le MR. Le MR, c'est quand même une très grosse structure. Et il m'a fallu exactement 3 mois pour faire le tour du MR et arriver à travailler à la Toison d'Or, au siège du MR, au siège national. 3 mois. 3 mois pour gravir tous les échelons d'un des plus grands partis politiques belges. Franchement, c'est pas difficile. Qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, vous arrivez, vous décidez de mettre votre activité professionnelle de côté et de travailler à 100% bénévolement pour le mouvement politique en question. Alors là, ça va très très vite parce qu'ils adorent ça. Un larbin qui arrive, c'est génial pour eux. Hein? Gratuitement, il ne faut même pas le payer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que j'ai toujours voulu faire de la politique. Depuis que je suis tout petit, j'aime ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, quand j'étais petit, je voulais être biomane. Et puis quand j'ai grandi, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être la même chose aujourd'hui, mais voilà. Je me suis mis à plat ventre pour le MR pendant quelques mois. J'ai fait la campagne électorale pour Florence Reuter, qui aujourd'hui fait comme si je n'existais plus, mais ça c'est de bonne guerre. Et avec Florence Reuter, qui était totalement ignorée par les autres membres du mouvement réformateur, parce qu'elle venait de la télévision, du journal de RTL TVI, et forcément, certains politiciens trouvaient que c'était trop facile pour elle d'arriver et d'être directement élue. Ben, ils avaient décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc, comme il y a toujours ces guerres de chefs, vous savez bien, à Bruxelles, Brabant Wallon, enfin bon, chacun se bat pour sa place plutôt que pour ses idées, ça c'est une constante au niveau politique. Eh bien, il se fait qu'elle était un peu délaissée en Brabant Wallon pour les élections régionales de 2009. Et la voyant toute seule dans son coin, je me suis dit, je vais aller l'aider, puisque jusque-là, personne ne voulait accepter mon aide. Ben non, il y en avait déjà d'autres qu'il fallait placer avant moi. Donc, mais bon, comme Florence Reuter, il n'y avait personne, j'ai été. Donc on a fait une campagne extraordinaire. Elle était 8e sur la liste, elle a fait le 4e meilleur score du MR en Brabant Wallon, la propulsant directement au Parlement Wallon. Et bien entendu, je me vois encore dîner le soir de l'élection à Waterloo dans un restaurant avec Florence Reuter, Serge Kubla, il doit être malade aujourd'hui d'avoir dîné avec moi, et tous les autres responsables du MR qui, bien entendu, pour justement retirer encore du mérite à Florence Reuter, avait trouvé tout comme explication à son succès, ils avaient trouvé quoi? L'équipe de Florence Reuter. Pas Florence Reuter elle-même, mais l'équipe, c'est-à-dire 2 personnes. Et donc c'est comme ça qu'on m'a très vite proposé le rôle d'attaché parlementaire au Parlement wallon au sein du MR. Mais ça n'a pas duré, évidemment. Ça n'a pas duré, parce qu'en même temps, on m'a désigné président de la section des jeunes MR de Nivelles. Et moi, vous savez, 2009, il faut se remettre dans le contexte, on est en pleine guerre des clans entre le camp Michel et le camp Renders. Les horreurs qu'on a vues dans la presse, un parti qui se déchire, enfin bon, tout et n'importe quoi. Et moi, en tant que président d'une section locale de jeunes, je me dis, je suis loyal, je vais écrire un courrier pour soutenir mon président. Donc j'envoie un courrier personnel à Didier Renders, en disant que la section de Nivelles est de tout cœur avec lui, et parce qu'à l'époque, Didier Renders avait quand même osé dire à Elio Di Rupo que le Parti Socialiste était infréquentable, ce qui aujourd'hui est presque surréaliste, mais il l'avait dit. Donc moi ça m'avait touché, parce que j'ai toujours détesté le Parti Socialiste. Les réussites du passé sont grandioses, mais depuis 60 ans, à part trouver des voleurs et des criminels et des... vous savez quoi, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, le problème, c'est que cette lettre, évidemment, elle est arrivée au MR avec la secrétaire et tout ça, et Louis Michel en a été informé. Et Louis Michel, il n'a pas apprécié que le président d'une section jeune du Brabant wallon apporte son soutien à Didier Renders plutôt qu'à son fils Charles Michel. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu un coup de fil à 13h. On était un jour de séance au Parlement wallon, donc on devait être un mercredi. Le coup de fil a duré 2 heures avec Florence Reuter, et c'était Louis Michel qui était au bout du fil. À la fin, j'étais dehors. Voilà. On a prétexté que j'avais fait une faute, j'avais oublié une virgule, non mais c'est vrai, une virgule, dans un communiqué de presse. Voilà. Parce que c'est moi qui faisais les communiqués de presse pour Florence Reuter, c'est moi qui gérais son Facebook, c'est moi qui faisais tout parce qu'elle s'occupait de ses enfants. Où là, le problème, au niveau carrière politique, mais vie de famille, bon, je veux bien, mais si c'est avoir des élus qui s'occupent de leur famille au lieu de s'occuper du peuple, je ne vois pas à quoi ils servent. Mais passons. Donc là, j'ai été exclu, enfin, j'ai été mis à la porte du Parlement wallon, j'ai continué à être président des jeunes MR à Nivelles,
mais je l'avais un peu mauvaise quand même, parce que être mis dehors parce qu'on est trop loyal envers son président, ça démontre déjà l'état d'esprit de la politique belge. C'est pas anodin, ça semble peut-être des petites choses, mais c'est quelque chose qui est vraiment très imprégné dans la politique. Alors, au MR, finalement, à Nivelles, j'ai très vite vu que je ne pouvais pas m'exprimer, puisqu'à chaque fois que je faisais un texte politique qui posait problème, parce que soit j'étais trop franc, soit... hein, et donc j'étais bon qu'à faire des crêpes. Et ça, les crêpes, si j'avais voulu faire des crêpes, je me serais lancé dans un cours de cuisine. Je ne me serais pas lancé en politique. Et c'est ce que j'ai dit très gentiment au bourgmestre de Nivelles, Pierre Huard, qui ne l'a pas accepté. Eh ben, moi, je veux bien, mais soit on a des talents culinaires, soit on ne les a pas. Moi, je m'en fous, les crêpes, je les mange, mais je ne les fais pas. Et donc, très vite, je me suis écarté du MR. Je n'ai jamais été mis dehors du MR, comme certains l'ont fait croire. Mais je me suis rapproché du Parti populaire, tout simplement, c'est un parti qui venait de naître, qui avait comme slogan « dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas », donc ça c'est tout à fait moi. Et j'ai été voir ce qui se passait au Parti populaire, et il se fait que les pauvres, ils étaient totalement dans la panade, ils ne savaient pas ce que c'était que de faire de la politique. J'avais en face de moi Michael Morikamen qui croyait qu'il suffisait de passer sur RTL pour être élu, et qu'il ne fallait pas aller voir les citoyens sur les marchés, parce qu'il n'avait jamais fait de marché de sa vie. Bon, il a bien fallu lui expliquer que pour faire de la politique, il fallait quand même aller à la rencontre des gens. Quoique maintenant, le PP a toujours un élu, mais ils ne vont pas à la rencontre des gens, mais c'est pas grave, puisque le système a décidé qu'il devait être élu. Donc ça, je viendrai après. Donc voilà, je suis Parti populaire, on arrive aux élections, on me donne directement des responsabilités au PP parce que je viens du MR, et forcément, ça fait bien sur la carte de visite. Je dirige la section du Brabant Wallon, on va aux élections, je suis tête de liste. Michael Morikamen croit pouvoir m'utiliser comme attrape-voix dans le Brabant Wallon pour bénéficier via le système de l'apparentement du report des voix à Bruxelles et ainsi être élu. Et pas de chance, sa liste, le soir des élections, fait 3,5% et la mienne en Brabant Wallon fait plus de 5%. Donc, vous savez qu'en Belgique, il y a un seuil électoral, qu'il faut dépasser le seuil de 5% pour pouvoir avoir droit à un élu. Et donc c'est comme ça qu'au soir des élections, dans la tristesse absolue au sein du Parti populaire, je suis élu premier député de ce parti au Parlement fédéral. Je réponds aux interviews des journalistes par téléphone. Je me dis on va faire la fête, j'arrive dans la salle, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis, déçus de ne pas être élu et déçu que ce soit le petit jeune qui soit au Parlement. Alors le lendemain matin, je me réveille, personne qui me contacte au niveau de la direction du parti, je me dis bon, c'est bizarre, qu'est-ce que je fais moi? Je fais quoi moi dans ce bazar? J'ai tous les journalistes qui sont en bas de ma porte, donc voilà, ben, je descends tout seul et je commence à donner mes interviews sans aucune préparation, sans avoir été coaché, sans directeur de la communication, sans rien, et donc j'essaye de me débrouiller tant bien que mal. Mais Michael Morikamen a été très content après, quand il a appris que mon élection allait rapporter au Parti populaire 40 000 € par mois. Alors là, oh, j'étais devenu son ami, j'ai pu aller dans son salon pour boire un verre de vin. Donc là, il était très content parce qu'il s'était dit, voilà, moi qui ne suis plus avocat pour le moment, j'ai quand même des rentrées financières. 40 000 € par mois, il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, les 40 000 € par mois, ça va être la pierre d'achoppement, ça va être ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, nos chemins vont se séparer. Et ils vont se séparer pourquoi? Bon, on va passer tout ce qu'il y a eu au sein du PP parce que c'est du tragicomique, hein, entre Joël Rubinfeld, vous voyez Joël Rubinfeld, le président de la LBC à la Ligue belge contre l'antisémitisme, il était vice-président du Parti populaire, évidemment. Donc, il faut savoir que c'est lui qui m'a désigné comme tête de liste pour le Brabant Wallon, donc c'est pour ça qu'il a une rancœur aujourd'hui. Hein. Sans lui, je n'aurais jamais été député de ma vie. Donc, voilà, ça explique déjà beaucoup de choses. Joël Rubinfeld, qui n'a jamais hésité à exhiber des armes lors des bureaux politiques du Parti populaire, ça il faut le dire, la démocratie est extraordinaire. Mais quand on voit d'où il vient, c'est un peu normal, parce qu'en Israël, on fonctionne comme ça, c'est la démocratie avec les armes. Donc, ça doit être... c'est une conception. Je ne dirais peut-être pas, mais je dirais, au niveau de la conception, c'est peut-être le complexe de persécution qui fait que... Voilà. Donc, ça c'est une chose.
Donc, à un moment donné, bon, moi je me retrouve au Parlement, et forcément j'ai toujours voulu faire de la politique, donc j'ai envie de parler. Déjà qu'on m'a interdit de parler au MR, on n'allait quand même pas continuer à m'interdire de parler au PP. Eh ben si, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Parce qu'il ne fallait absolument pas qu'on fasse de l'ombre à Michael Modrikamen. Et pire que ça, il fallait que je joue le rôle de standardiste au Parti populaire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer du personnel, il n'y avait pas d'argent pour payer le travail politique, mais il y avait de l'argent pour payer le siège du parti qui appartenait à Joël Rubinfeld. Il fallait payer Joël Rubinfeld aussi dans sa fonction de vice-président, et donc il fallait payer Modrikamen et son château aussi, donc il n'y avait plus de sous. Une fois que Modrikamen et Rubinfeld s'étaient servis, les 40 000 €, basta, il n'y avait plus rien. Donc, je me retrouvais encore une fois dans un rôle très délicat où je devais me taire. Et non seulement je devais me taire, mais en plus, après l'exclusion de Rudy Arnott, parce qu'on ne va pas rentrer dans ces détails-là, le Parti populaire a décidé de changer de programme. Donc, moi, j'avais rejoint le Parti populaire parce que c'était un parti qui était une sorte de parti belgicain, qui voulait défendre l'unité du pays, qui voulait supprimer les communautés et les régions et revenir à une nationalisation de tous les dossiers. Et donc moi ça me plaisait beaucoup parce qu'on sait très bien, le fédéralisme belge aujourd'hui, il a coûté énormément d'argent aux citoyens, il a permis à beaucoup de politiciens d'obtenir des postes, mais les citoyens ils n'en ont rien retiré. Qu'on dise un avantage du fédéralisme pour les citoyens, non, on a tout compliqué. La manière d'apporter plus de droits aux citoyens, c'est une Belgique unitaire à 100% avec le bilinguisme généralisé. Ça, pour moi, c'est la seule manière de donner plus de droits. Mais aujourd'hui, on n'a jamais arrêté de détruire des droits, de retirer des droits. Voilà, la seule chose qui est bien, c'est que comme on a parlé tout à l'heure, Gustave, c'est que ici, nous sommes en Flandre, dans ce bâtiment. Et là, je suis tranquille. Je suis tranquille. C'est ça qui est incroyable. Mais pourquoi ? Parce que la Flandre est dirigée par qui aujourd'hui ? Par une coalition de droite. NVA, VLD, CDN. Et ils ne supportent pas les socialistes. Et ils savent très bien que mon discours est un discours qui tape sur le socialisme. Et donc en Flandre, comme m'a dit mon avocat, je n'aurai jamais de difficultés. Et aujourd'hui, pas d'interdiction. T'as pas eu de pression, ça ? Non, non. Voilà. Donc c'est la démonstration extraordinaire. Comme quoi, la Wallonie et le monde francophone, nous vivons sous une dictature des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie. Mais heureusement, ils ont créé, ça va leur retomber dessus, finalement, leur fédéralisme. Parce qu'ils l'ont créé pour créer plus de postes, mais ça va aussi nous permettre à nous d'utiliser ces structures qui existent pour pouvoir nous exprimer librement. Et donc là, je suis très satisfait. Je vous avoue que je suis aussi satisfait, et certains pourront peut-être être surpris, mais je suis très satisfait de voir la NVA au gouvernement. Parce qu'avec la NVA au gouvernement, je suis sûr que ce n'est pas M. Yambon qui va décider de porter plainte contre moi en tant que ministre de l'Intérieur, comme l'a fait Mme Milquet lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur, et qui usait de ses fonctions pour poursuivre des adversaires politiques. Donc je suis très satisfait par rapport à la situation. Le programme, ça c'est autre chose, on pourra en parler dans les questions, c'est plus compliqué. Mais bon, je sais au moins qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de démocratie dans ce pays grâce à ceux que l'on traite d'antidémocrates, de fascistes. C'est ça qui est totalement ahurissant et renversant. Mais c'est la réalité. Tout comme c'est la seule réalité, toujours la NVA qui a fait preuve du plus grand respect à mon égard lorsque j'étais au Parlement. Ils n'ont jamais refusé à me saluer, à me parler dans les couloirs, c'était les seuls. Hein. Les autres, c'était le mépris total, comme si j'étais du caca. Donc, ce modèle belge-belgicain, le Parti populaire a décidé de défendre le confédéralisme, parce que Modrikamen se croit avoir les mêmes compétences et le même charisme que Bardewever. Bon, il en est loin. Et donc, il a fallu faire gober à nos militants, à nos électeurs, que finalement, ils avaient voté pour un parti qui défendait la Belgique, mais que c'était quand même mieux, finalement, 6 mois après les élections, de défendre le confédéralisme. Parce
parce qu'elle est toujours vue comme celle qui a été licenciée par Laurent Louis, qui après l'a accusée d'harcèlement sexuel. Ça fait toujours tâche quand même, surtout quand c'est faux. Donc, mais bon. Après, je me suis retrouvé tout seul, à la traversée du désert, et c'est là que j'ai rencontré Gustave et tous les représentants de la communauté congolaise au sein du MLD, un mouvement que j'avais créé certainement trop tôt, sans me rendre compte encore de toutes les manipulations qui étaient autour de nous. Et bon, ça a été une longue traversée du désert, hein. Tout le monde me détestait, c'était très compliqué. J'ai essayé de faire des révélations dans le dossier du trou en parlant de cette fameuse autopsie de Julie et Mélissa, en disant finalement qu'on nous a pris pour des imbéciles et que la justice a totalement manipulé l'opinion publique avec l'aide bien entendu du monde politique et de la royauté, ce qui est encore plus grave selon moi. Et j'étais naïf. J'étais naïf à l'époque. Je pensais qu'il suffisait de convoquer une conférence de presse, d'avoir des journalistes en face de soi et de montrer des éléments concrets, des preuves. Et je pensais que les gens, ils allaient suivre, qu'ils allaient me croire. Mais non, ils étaient en fait tous venus pour écouter ce que j'avais à dire et pour transférer des informations au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur. Il y avait d'ailleurs de la police qui était présente lors de cette conférence de presse, ça j'ai encore jamais vu. C'est une conférence de presse au Parlement encadrée par la police militaire. Donc c'était assez particulier comme ambiance. Et là, c'est vrai qu'en conférence de presse, j'ai montré les photos d'autopsie de Julie et Mélissa, mais c'était à des journalistes, ce n'était pas à des citoyens. Je ne leur ai jamais demandé de les filmer et je ne leur ai jamais demandé de montrer ces images à la télévision le soir. Donc lorsqu'on parle de diffusion des images d'autopsie de Julie et Mélissa, c'est tout à fait un mensonge. J'ai simplement montré des preuves à des journalistes pour que ces journalistes se saisissent de ce dossier et qu'ils donnent une information valable permettant à l'opinion publique de refuser la manipulation et de demander que toute l'enquête se poursuive et qu'on ne considère pas comme normal le fait d'avoir classé le dossier bis du trou. Vous savez que lorsque le dossier du trou a éclaté, on a divisé le dossier en deux. Une première partie du dossier ne traitant que de Marc Dutroux et de ses acolytes, et une deuxième partie traitant des dysfonctionnements, des protections et des réseaux. Et on nous avait promis qu'après le procès d'Arlon, qui ne concernait que le premier paquet, on allait enquêter sur le deuxième paquet, où il y avait les 6000 traces ADN retrouvées dans la cage de Marcinelle. Quand on parle de ça, si Catherine Fong était ici, elle bondirait déjà jusqu'au plafond, en disant qu'on ne peut pas en parler, mais elle n'est pas là, donc je vais en parler, disant que il y avait des analyses ADN qui auraient dû être faites. 6000 traces ADN, ce n'est quand même pas rien dans une petite cage de quelques mètres carrés. J'estime quand même que c'est normal de faire ce genre d'analyse. Qu'on ne le fasse pas, c'est totalement surréaliste. Il est clair qu'on cache quelque chose là derrière et qu'on n'utilise pas le principe de me dire comme excuse que ça coûte trop cher. Parce que bon, en France, on fait ce genre d'analyse même pour un cambriolage. Et là, il y a de l'argent. Pour faire des voyages aux quatre coins du monde avec nos ministres, il y a de l'argent aussi. Donc, ça, c'est un argument qui ne passait pas. Et donc, malheureusement, après le dossier d'Arlon, après le procès d'Arlon, on a décidé de classer sans suite le dossier bis avec toutes ces protections. Donc, on avait jugé Dutroux. Finalement, la justice, le monde politique nous avait bien entubés. Hein, on avait condamné Dutroux, c'était très facile. On a pris un individu, on lui a tout mis sur le dos et on a fait l'impasse sur tout le reste. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si ces traces ADN existent encore, j'imagine qu'elles doivent certainement avoir disparu pour les plus importantes d'entre elles. Enfin bon, il faut se rendre à l'évidence, c'est que dans ce dossier du trou, on ne saura jamais la vérité, qu'on a menti aux gens, qu'on les a manipulés. Et c'est grave parce que quand même l'affaire du trou, c'est pas n'importe quelle affaire. Ça concerne des enfants, nos enfants, et nous sommes censés les protéger. Et là, on voit que l'État et la justice se sont mis du côté des bourreaux, et ça, je ne peux pas l'accepter. Il est quand même édifiant de voir que dans tous les grands dossiers en Belgique, il y a des manipulations. On a eu la même chose avec les tueries du Brabant.
Je fais quelques révélations dans le bouquin, je pense que vous verrez très bien qui je cible dedans, mais je cible bien entendu le MR en tant que, enfin le PRL à l'époque, en tant que responsable au niveau des tueries du Brabant, pour aider mon développement. Ça vient très simple, ça vient par rapport de témoignages que mon papa a récoltés lorsqu'il travaillait au tribunal de Nivelles. Il était messager, donc simple employé, mais simplement il avait les confidences de certains responsables, dont le chef d'enquête, qui lors de son départ à la pension, M. Bayens, dont les héritiers ont déposé plainte contre moi pour la publication de la liste de pédophiles, comme par hasard, M. Bayens a clairement dit qu'on savait qui étaient les auteurs des tueries du Brabant, mais que ce serait un secret d'État et que jamais leur nom ne serait dévoilé. Donc aujourd'hui, on nous fait encore croire à un cirque en nous montrant des gens qui enquêtent dans ce dossier avec de l'argent public, alors qu'on sait depuis 20 ans qui sont les responsables, en fait. Donc, mes révélations dans le dossier du trou, ça a été une catastrophe pour moi. Je savais que c'était dangereux, mais je ne pensais pas que la presse allait mentir à ce point et que la presse allait être autant du côté du mensonge et qu'elle n'allait pas jouer son rôle d'information, mais qu'elle allait jouer son rôle de manipulation. Et donc, très vite, à la fin de cette conférence de presse, j'ai publié le compte-rendu de la conférence de presse sur mon site, où j'ai détaillé le contenu du rapport d'autopsie. Il n'y a pas eu de photos qui ont été publiées, bien entendu. Et là, j'ai démontré, je pense que vous savez tous par rapport à mes propos au Parlement, ce que j'ai dit, les photos d'autopsie démontrent que les enfants ne sont pas morts de faim, mais de violences sexuelles. On a totalement fait l'impasse là-dessus, on a censuré mon site en 3 quarts d'heure. En 3 quarts d'heure, je n'avais plus la possibilité de me défendre, je n'avais plus la possibilité de m'exprimer, si ce n'est par Facebook, mais j'avais très peu de personnes qui me suivaient à l'époque. Et donc, on a par contre donné la parole à tous mes détracteurs, dont la ministre Milquet. Celle-là. Je ne sais pas la voir, je suis désolé, parce qu'un ministre est censé dire la vérité, mais mentir comme elle a fait et attiser la haine à mon égard comme elle a fait, c'est tout simplement scandaleux, ça n'a pas de mots. Cette ministre a osé dire que j'avais diffusé des photos d'autopsie d'Internet et que je prenais un plaisir à montrer ces photos aux citoyens. Je vous avoue que ces photos sont horribles. Avoir des enfants qui sont presque dépecés sur une table d'autopsie, c'est horrible, mais ça n'empêche quand même de pouvoir voir très clairement les dégâts qui ont été faits par ces détraqués. Parce que ce sont des détraqués lorsqu'on s'en prend à des enfants pareils. On ne peut même plus appeler ça un être humain, selon moi. Et plutôt que de les protéger, on devrait les traquer jusque dans leur grotte s'il le faut. Mais bon, j'ai compris qu'on était plus à même de traquer certaines personnes. Il y a des personnes qu'on ne peut pas poursuivre. Donc là, ça a été une véritable catastrophe, perquisition à la maison, lynchage médiatique. J'ai été insulté en permanence dans la rue. Les citoyens me voyaient comme une crapule, comme un être sans foi ni loi, enfin bon. La descente aux enfers, qui finalement m'a permis de voir une chose, de comprendre. C'est que dans cette situation-là, 2 choix s'offraient à moi. Soit je décidais de poursuivre mon mandat jusqu'au bout et de jouer la carte de la discrétion, de ne plus trop la ramener, de me dire voilà, j'ai joué, j'ai perdu, c'est comme ça, le système est plus fort, c'est injuste, mais voilà. Ou alors la deuxième chose que je pouvais faire, c'était de me dire tout ça est injuste. Ma volonté était noble lorsque j'ai parlé de ce dossier, lorsque j'ai montré ces photos à la presse. Je ne voulais pas choquer, je ne voulais pas faire parler de moi, je voulais juste qu'on puisse rouvrir ce dossier pour que la vérité soit vraiment proposée au grand jour. Et donc quand j'ai vu comment on m'a traité, je sais que je suis quelqu'un de bien. J'ai jamais été condamné à quoi que ce soit avant de faire de la politique. J'ai jamais eu de procès, d'affaires en justice, jamais vu la police chez moi avant. J'ai jamais eu d'ennui de quelque sorte que ce soit. Et du jour au lendemain, je suis devenu une crapule. Je me suis dit, si on fait ça avec moi, on peut faire ça avec n'importe qui.
Et donc c'est vrai que pendant tout un temps, moi j'avais été aussi manipulé par le système. Des gens comme Soral, comme Dieudonné, ben, je pensais que c'était des crapules. Je pensais que Dieudonné c'était un antisémite, que Soral c'était un gars d'extrême droite. J'y ai cru. Et puis je me suis dit, oui mais tu ferais peut-être bien d'être moins con que tous ces gens qui sont là dans la rue, je suis désolé, c'était des citoyens, mais bon, et qui prennent pour argent comptant tout ce que la presse leur dit. Je dis, tu vas aussi peut-être essayer d'ouvrir les yeux, et plutôt que de croire ce qu'on raconte, aller les rencontrer et voir ce qu'il en est par toi-même. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui étaient à milieu de ce que l'on décrivait. J'ai rencontré, bien entendu, cette Dieudonné, ça c'est pour moi la plus belle rencontre, parce que c'est au sein de la dissidence l'homme qui a le plus de valeur morale, l'homme qui défend une cause sincèrement, qui ne poursuit pas que le seul objectif financier ou de satisfaire son propre ego, même si c'est un humoriste et que quand on se lance dans le monde du spectacle, c'est quand même qu'on a un certain ego parce qu'on veut faire parler de soi et qu'on veut être reconnu. Et qu'on prend du plaisir à être admiré par les gens, c'est en général comme ça. Mais j'ai rencontré un homme extraordinaire, au grand cœur, qui pour moi est le Coluche des temps modernes. C'est le Coluche d'aujourd'hui. Il pense aux plus démunis, il pourrait se contenter de faire des spectacles et de se remplir les poches, mais au contraire, il décide de faire des actions caritatives, comme il ouvre maintenant le théâtre de la Main d'Or pour recevoir les SDF. Et leur offrir un repas, je trouve ça extraordinaire. Aussi le projet de l'assurance qu'on est en train de mettre sur pied, où là, il met de son propre argent pour essayer de donner un avenir à la dissidence. Donc tout ça, c'est faire preuve d'altruisme. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent en disant que finalement, ce gars-là ne fait ça que pour faire de l'argent. Eh bien, je suis désolé. Non, c'est le seul aujourd'hui qui, au sein de la dissidence, est prêt à mettre son patrimoine personnel au bénéfice de la dissidence et pour faire en sorte de la développer. D'autres écrivent des livres, d'autres produisent des kits de survie. Ça, c'est uniquement pour leur poche à eux. Ça, c'est vrai. Et ça, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Et ce sont les premiers qui vont critiquer les démarches de Dieudonné et d'autres, parce qu'aujourd'hui, on assiste au sein de la dissidence on est en pleine cour de récréation. Hein, il faut dire ce qui est. C'est triste de voir où on en est tombé, mais on en reviendra à ça par la suite. Donc j'ai rencontré ces gens, et j'ai vu que ces gens, ils vivaient la même chose que moi. Ils étaient persécutés, ils étaient calomniés, ils étaient pris pour ce qu'ils n'étaient pas. Et donc je me suis dit, je vais, au contraire, le système veut que je me taise, eh bien non, le système, je vais lui mettre une bonne quenelle, parce que c'est de là que ça vient la quenelle, c'est de là que j'ai voulu absolument la faire, cette quenelle, parce que je pense que c'est exactement ce que j'ai fait durant toute ma carrière politique. J'ai été élu au sein du Parti populaire, qui est un parti sioniste, qui défend une politique islamophobe. J'ai été au Parlement grâce à Joël Rubinfeld, qui est le président aujourd'hui de la NPC, donc lui c'est une belle quenelle que je lui ai mis. Et alors que le système a tout fait pour me réduire au silence, j'ai profité des manœuvres du système à mon égard pour finalement faire parler de moi et créer un mouvement comme on n'a jamais connu en Belgique ces dernières années, le mouvement Debout les Belges. Parce que j'ai décidé, quand j'étais au fond du trou, que de toute façon je n'avais plus rien à perdre. J'étais quand même sûr, en 2012, de ne plus être élu. Dans ma tête, c'était clair. J'avais plus de parti, j'avais personne autour de moi, on me détestait. Donc je me suis dit, tu n'as rien à perdre, ne fais plus de courbettes, ne sois plus un membre, un produit de ce système, vas-y, dis tout ce que tu penses. Et j'ai dit tout ce que je pensais. En passant par le fait que je trouve qu'il y a certaines personnes qui ne devraient pas avoir d'enfants, en passant par des discours plus forts contre le néocolonialisme, contre les manipulations internationales, parler de Bilderberg, de la franc-maçonnerie au sein même du Parlement, c'est tout à fait surréaliste. On n'a jamais osé dire ce genre de choses au Parlement, et je suis très content de l'avoir fait. La seule chose que je regrette, c'est de ne plus y être aujourd'hui, parce que bon, c'était un peu clair que je n'allais pas y être. Pensez bien que le système ne va pas permettre à un danger comme moi d'être au sein de ce Parlement, mais je suis fier de l'avoir fait, et je sais que celui qui sera le nouveau Laurent Louis n'est pas encore né au sein du monde politique belge, tout simplement parce qu'on voit où ça mène à plus rien. Voilà, parce que c'est ma situation aujourd'hui, c'est le néant total.
Et donc ça, on pourra en parler après également. Alors, voilà, ça c'est le parcours politique. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Avec toutes les difficultés qu'il y a eu, des meetings interdits, des comptes Facebook bloqués, des comptes sur YouTube bloqués, des attaques sur mes sites internet en permanence, d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, une volonté totale de nous réduire au silence, des menaces privées, des menaces de mort, des ci, des là. Enfin bon, on a des poursuites en justice. D'ailleurs tous les mois je suis convoqué à la police encore aujourd'hui pour devoir m'exprimer sur des dossiers un peu durs. C'est comme ça. Ce qui est comique, c'est qu'on nous dit qu'on vit en démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Ça, on est d'accord. Bon, ça, déjà, on oublie. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi un seul citoyen au sein de ce Parlement. Ce sont tous des membres de partis politiques qui défendent l'intérêt particratique pour l'intérêt de leur parti. Ce qu'ils attendent lorsqu'ils sont élus, c'est à pouvoir encore être élus. Ils ne travaillent pas pour le bien de la population. Ben, sérieux, s'ils travaillaient pour le bien de la population, on n'aurait pas une dette qui a explosé ces 10 dernières années. On n'aurait pas l'Union européenne qui nous a retiré toutes nos prérogatives les plus importantes, comme l'élaboration du budget, par exemple. C'est l'Europe aujourd'hui qui a son mot à dire au niveau du budget. Si un pays ne peut même plus déterminer son budget, c'est-à-dire si on vit encore en démocratie. Donc voilà, à chaque fois, hein, aujourd'hui, ce qu'attendent les élus, c'est de pouvoir être élus à nouveau et à faire en sorte que leur parti ait encore plus de voix. Donc on ment à la population à longueur de temps. Et d'ailleurs, on a vu un sondage, je pense, hier, où on montre que 80% des Belges estiment que les partis politiques ne font que des fausses promesses, que la population belge estime que la démocratie est un bon système, mais 60% ne font pas confiance aux partis politiques. Eh bien, ça va exactement dans ce que je dis. Nous devons conserver une démocratie, mais en revenir à une véritable démocratie où les partis politiques n'existent pas. Dites-vous bien que dans notre pays, ce sont les partis politiques qui s'allient, qui prennent toutes les décisions alors qu'il n'y a pas une ligne, pas un mot sur les partis politiques dans la Constitution. Les partis politiques, ça n'existe pas. Or, c'est eux qui dirigent. Ils nous ont tout simplement confisqué le pouvoir. Et les citoyens aujourd'hui n'ont plus le droit de dire ou de faire quoi que ce soit. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, les partis politiques ont même confisqué le droit le plus élémentaire, le droit de manifester. Parce qu'aujourd'hui, toutes les manifestations sont totalement reprises par le PTB. Et là, je suis extrêmement fâché sur le PTB, parce que on est là dans le mouvement le plus hypocrite qui existe. Qui, au lieu de défendre les travailleurs, eh bien, utilise de l'argent public pour récupérer à son compte des manifestations. Lundi, j'étais à Bruxelles, il y avait les manifestations des étudiants qui manifestaient pour le financement de l'enseignement public. Et qu'est-ce que je vois? Les drapeaux du PTB. Mais qu'est-ce qu'un parti politique vient foutre dans une manifestation d'étudiants? Ce n'est pas la place des partis politiques. Je suis désolé. Mais simplement, le PTB a compris que c'était le meilleur moyen pour lui d'avoir du soutien. Ils utilisent l'argent public pour réaliser des flyers qu'ils distribuent lors de ces manifestations. Donc ils font passer leur message. Donc les gens sont bêtes au point de ne pas comprendre que ces manifestations sont récupérées. Quand on voit par exemple, lors de cette fameuse manifestation ou cette bataille nationale qu'il y a eu il y a 15-20 jours, où il y a Di Rupo en tête du cortège, si les gens sont cons assez que pour aller marcher derrière cette ordure, je dis sincèrement qu'il n'y a aucun avenir pour notre pays. Et qu'il n'y a aucun avenir pour les citoyens. Parce que faire ça, c'est aller soutenir quelqu'un qui a décidé de chasser les chômeurs. Et lui, après, il vient, parce qu'il n'est plus au pouvoir, il dit « Oh, c'est dégueulasse, hein, ces mesures d'austérité, mais c'est lui-même qui les a votées. » Et les gens vont lui faire ce plaisir. Ah là, il a dû franchement prendre son pied, dire au poids. Parce que déjà, avoir autant de monde derrière lui, ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Mais là, sincèrement, il a vraiment... Tous les Belges qui étaient là derrière, et je sais bien que beaucoup de citoyens ne l'ont pas fait exprès, et qu'ils n'avaient certainement pas envie de soutenir Di Rupo, mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait indirectement. Il a pris son pied, Di Rupo. Et ça me rend malade.
c'est de l'argent public qui est utilisé pour servir pour utiliser les manifestations comme meeting électoral. Et ça, je trouve ça scandaleux. Donc, il y a véritablement ce problème de la démocratie qui doit être résolu aujourd'hui. C'est vrai que n'étant plus au Parlement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, je ne suis pas prêt d'y retourner. Si le système reste comme il est, je ne suis pas prêt d'y retourner. Ils vont préférer faire en sorte que ce soit des pantins du PTB ou du Parti populaire qui soient élus. Je crois que cette fois-ci, ils auront peut-être mieux screené que ce qu'on m'avait screené moi à l'époque. Et que, d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui on est au mois de novembre, ça fait 6-7 mois qu'il y a eu les élections. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une intervention marquante du député du Parti populaire ou des députés du PTB. Pourtant, il y a de quoi faire. Hein. Tous les jeudis, ils peuvent prendre la parole au Parlement. Ils ont la possibilité de diffuser leurs interventions sur YouTube. Je pense que j'ai montré la voie. Bon, il n'y a qu'un... Moi, je n'ai pas vu d'intervention. Je regarde beaucoup ce qui se passe dans le monde politique. Je n'ai rien vu. Bon, c'est bizarre. Pourquoi? Ben, tout simplement, ce sont des leurs. Ils sont là pour participer au système, pour donner l'apparence d'une certaine démocratie. Parce que les citoyens peuvent se dire, oui, mais ce que Laurent Louis dit, c'est faux. Hein. Regarde, il n'y a pas que le PS ou le MR ou le CDH qui sont au Parlement. Il y a un petit du PP et il y a deux petits du PTB. Donc, il y a quand même de la démocratie. Mais ce sont des leurs parce que ces gens sont là et ils n'ouvriront jamais la bouche pour dénoncer tout ce que j'ai dit. Après, Parti populaire, pro-européen, PTB, pro-européen. Pourtant, le problème, il vient de l'Europe. Si on n'a pas résolu ce problème-là, si on ne lutte pas contre cette entité antidémocratique, produit des États-Unis, du sionisme qu'est l'Union européenne, rien n'ira jamais mieux dans notre pays. On nous a confisqué nos droits en premier lieu à l'Union européenne, où, encore, on a créé un Parlement, mais on aurait tout aussi bien fait de ne pas le créer, ce Parlement. Les députés européens, de un, quand il vient une directive à voter, c'est des caisses entières de documents. Vous pensez que les députés, ils vont prendre la peine de lire tous les documents, les centaines, les milliers de pages qu'il y a? Je le connais, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un député? À part aller au cocktail, aller en commission, et à passer son temps à se maquiller comme Didier Reynders, parce qu'il se dit qu'il va à chaque fois croiser une caméra sur son chemin, mais ça ne fait rien d'autre. Un député ne fait rien. Tout le travail est fait par l'attaché parlementaire, tout le travail est fait par le secrétariat du parti, et le député ne fait rien. Je peux vous le dire, vous allez au Parlement, ben vous ne pouvez pas le voir, c'est caché. Vous allez au Parlement, où sont les députés? À la buvette. Et ils n'étudient pas des dossiers. On crée des petits accords sur telle ou telle question, on fait oui, ça oui, mais on n'étudie pas des dossiers. Donc les parlementaires européens n'étudient pas les directives. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est que la petite main des lobbies qui dirigent aujourd'hui l'Europe. Les lobbies pharmaceutiques, les lobbies agroalimentaires, c'est Monsanto qui dirige l'Europe. C'est le sionisme qui dirige l'Europe. Aujourd'hui, on a transformé une organisation qui était censée être là pour garantir la paix en une association qui promeut l'ingérence internationale. C'est quand même incroyable. Normalement, l'Europe est là pour éviter la guerre en Europe. Elle crée la guerre en Ukraine. Ça, c'est quand même surréaliste. Et on accepte ça, et on laisse faire, et on ne dit rien. Et alors oui, il y a des crimes, des génocides qui sont commis au Congo. Et là encore, c'est le coltan. Et donc, il y a les multinationales qui ont des intérêts là derrière. Et bien plutôt que d'intervenir pour justement protéger les Congolais, ben non, on va intervenir pour protéger les multinationales, comme on l'a fait au Mali, comme on l'a fait en Centrafrique, où à chaque fois, on a mis l'armée au service des multinationales. Donc c'est à ça que sert aujourd'hui l'argent public. C'est à payer une armée qui va aller défendre Areva. Et Areva qui va polluer les cours d'eau africains, qui va faire en sorte que les poissons vont crever, que les pauvres Africains qui sont dans ces pays, eh ben, ils vont soit avoir des cancers, soit tout simplement plus rien à manger, ou comme on le voit aujourd'hui, des enfants qui naissent avec des malformations. Et en Afrique, naître avec des malformations, pas évident. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dirigés par des organisations mafieuses qui défendent des intérêts qui sont tout autres que les intérêts des citoyens. C'est ce que j'appelle ce nouvel ordre mondial.
on croit que c'est la théorie du grand complot. On a toujours ça. Hein. À chaque fois qu'on critique ça, qu'on ose dire par exemple que l'Union européenne est en train de créer la guerre en Ukraine pour déstabiliser Poutine, oh, théorie du grand complot. Ouais, mais pourtant c'est la réalité. Il suffit d'étudier les choses. Vous savez, quand on est dans une enquête criminelle, il y a une seule question qu'on se pose dès qu'on commence une enquête. C'est à qui profite le crime? Posez-vous la question aujourd'hui. À qui profite le crime? Lorsque vous voyez quelque chose à la télévision, à qui profite le crime? Le 11 septembre. À qui profite le crime? Est-ce que les musulmans ont gagné quelque chose du 11 septembre? Pas du tout. Ouais. Est-ce que les États-Unis, les multinationales, le sionisme a gagné quelque chose avec le 11 septembre? Des millions. Paf! Pactole! Là, c'est la baraka. Ils ont tout gagné. Ils ont gagné le droit d'envahir des pays. Maintenant, c'est devenu une règle internationale. C'est l'ingérence. Avant, c'était la protection de ses frontières. L'armée, elle servait à ça. L'armée belge servait à protéger la Belgique, les frontières de la Belgique. Maintenant, l'armée belge, elle sert à les conquérir de manière déguisée. Parce que nos grands dirigeants ont décidé que la colonisation s'était terminée depuis 1960. Ben, elle est loin d'être terminée. Ils ont trouvé un autre mode de colonisation beaucoup plus pratique. C'est plus pour l'État, donc c'est plus visible, mais c'est avec des multinationales ou des gens comme Forrest, liés à la famille Louis Michel, qui s'occupent bien évidemment de coloniser les pays. Et 11 septembre, ça a permis quoi d'autre? Et ça a permis aussi d'exterminer tous les dirigeants musulmans ou du monde arabe qui avaient un peu de poigne. Saddam Hussein, Kadhafi, Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? Des pantins. Des pantins qui n'ont plus rien à dire. C'est-à-dire qu'ils Ils n'ont plus rien à dire, mais ils n'ont plus rien à dire. ils s'en mettent plein la poche. Oh, bah, il faut bien une contrepartie. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il est évident qu'il faut toujours se poser cette question-là, à qui profite le crime? Et on voit très vite alors que cette théorie du complot, elle ne tient pas la route. Il y a des choses stupides qui circulent sur Internet. Hein. J'ai déjà dit, les hologrammes, tu as les vidéos qui disent que ce sont des hologrammes qui se sont projetés sur les tours du World Trade Center, qu'il n'y a jamais aucune tour qui s'est effondrée. Carabistouille, hein. J'ai pas peur de le dire, ça dit n'importe quoi, mais c'est aussi fait exprès. Parce que le système, il n'est pas bête. Il va utiliser ce qu'on appelle la théorie du complot, que d'ailleurs Étienne Chouard a très bien dénoncé dernièrement. Étienne Chouard est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect, c'est quelqu'un d'intelligent, et on rêverait tous d'avoir Étienne Chouard comme Premier ministre. En tout cas, moi, ce serait ma volonté. Toi aussi, c'est bien. Donc, la théorie du complot, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre sur pied des théories farfelues sur certains sujets aussi, qui vont être utilisées pour dire finalement que vous, qui mettez en doute tel événement historique, vous faites partie de cette théorie du grand complot. Donc par exemple, on sait très bien qu'il y a des preuves très claires qui montrent que le 11 septembre, c'est une manipulation. Que le 11 septembre a été créé par les États-Unis et par les sionistes pour permettre l'invasion de pays indépendants, pour mettre la main sur les matières premières, pour permettre à certaines industries de l'armement américain de faire fortune, dans laquelle M. Bush avait pas mal d'intérêts économiques. Et alors, on va vous mettre, par rapport à ces éléments concrets, une vidéo stupide où on vous fait croire que ce sont des hologrammes. Donc ça, finalement, on va utiliser cette histoire des vidéos avec les hologrammes pour dire « Ouais, mais ceux qui remettent en question le 11 septembre, c'est des tarés, ils sont maboules, ces gens-là. Gars, ils croient même que ce sont des hologrammes. » Donc on mélange tout. C'est cette théorie de la théorie du grand complot. Et il faut savoir que ce pouvoir en place, il est très fort parce qu'il a tout entre les mains. L'argent, l'économie, aujourd'hui on est dans une économie qui est totalement virtuelle, ça n'existe plus. D'ailleurs, rendez-vous compte, je me dispute souvent avec ma banque parce que j'essaye de retirer de l'argent, parce que je ne fais pas confiance, évidemment. J'essaye de retirer de l'argent et je vois que petit à petit, on peut retirer de moins en moins. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
Ben si, je l'ai très bien compris. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et on a fait le test à Chypre, en bloquant le retrait d'argent, il y a quelques mois, et les gens finalement n'ont pas vraiment bronché. Et donc on commence à mettre ça d'application chez nous. On peut retirer autant par semaine, autant par jour. On ne peut pas retirer tout d'un coup. On a supprimé les guichets dans les banques. Vous voyez, il n'y a plus de guichets. Avant, vous alliez à la banque, allez au guichet, vous demandiez 3 000 €, je ne sais pas moi, ce que vous voulez pour faire un... Et on vous les donnait. Mais non, non. Non, il faut prendre rendez-vous. Parce que le guichet, il n'y en a plus. Il faut prendre rendez-vous. On va avoir en face de soi un gars qui va déjà demander ce qu'on va faire avec cet argent. Déjà, ça ne le regarde pas. C'est notre argent. Et puis, on va vous dire, oui, mais attention, il y a autant, on ne peut pas retirer autant. Il faut aller au distributeur. Oui, mais le distributeur, il permet que de retirer 600 €. Voilà. Je vois que l'on fait en sorte de mettre des bâtons dans les roues lorsqu'il s'agit de retirer de l'argent. Ça, déjà, c'est très, très mauvais signe. Après, on a des gens comme Di Rupo qui, en plein Parlement, à une question que je pose concernant la dette publique, qui est de 400 milliards d'euros, hein, 400 milliards d'euros, transformer ça en francs belges, on ne sait même pas le dire. Donc 400 milliards d'euros, on lui demande si c'est pas grave, et il dit non, 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 c'est pas grave, 400 milliards d'euros, parce que vous savez, les économies des Belges et le patrimoine immobilier des Belges dépassent largement les 400 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'Elio Di Rupo considère que votre maison, votre argent, votre compte en banque, ça appartient à l'État. Mais ça n'appartient pas à l'État. C'est ça qui est scandaleux. Et ça a été dit devant tous les journalistes. Tous. Et il n'y en a pas un qui a repris ça en disant un scandale. Le MR n'a pas crié au scandale. Ecolo n'a pas crié au scandale. Le CDH non plus, la NVA non plus. Parce qu'ils participent tous à ce système et qu'ils savent très bien qu'à terme, la volonté, c'est de tous nous entuber et qu'un jour, on va se réveiller avec un gros crash boursier ou un gros crash financier qu'on voudrait aller à la banque et la banque, elle sera fermée. Un exemple très simple. Il y a eu un sabotage des lignes téléphoniques dans le Hainaut, à Montigny-le-Tilleul, justement là où j'habite. C'est comique. Et donc, on n'avait plus accès à Internet pendant quelques jours. J'étais à la banque. Ah non, la banque était fermée parce qu'on avait coupé les lignes de téléphone. Donc, si vous coupez les lignes du téléphone, si vous coupez Internet, il n'y a plus de banque. Vous ne pouvez plus retirer de l'argent à la banque. La banque, elle est fermée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. J'ai été devant les banques à Montigny-le-Tilleul, tout était fermé. Donc vous voyez comme c'est facile? L'argent n'existe pas. Réellement. Cet argent n'existe pas de toute façon. Bien entendu, mais les États-Unis font tourner la presse à papier à longueur de temps. On imprime des dollars, mais c'est du papier WC. Ouais. C'est la même chose, ça n'a aucune valeur en tant que tel. L'euro n'a aucune valeur. Mais le pire, c'est qu'on s'en va en plus maintenant dans une situation où on favorise les paiements électroniques. Donc tout est allez, comment on appelle ça? Virtuel. Tout est virtuel. Et ça, c'est de plus en plus grave. Parce qu'il n'y a plus rien, on invente tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est une situation qui existe. Et je suis triste de voir que les citoyens ne s'en rendent pas compte. Et c'est un très très gros danger qui nous menace. Donc voilà, il y a le 11 septembre, c'est une manipulation. Il y a d'autres manipulations, je pense à l'affaire Mera par exemple, c'est une belle manipulation. Je pense au musée juif de Bruxelles, la veille des élections, où on dit que le responsable c'est Laurent Louis, alors que Laurent Louis n'en avait rien à foutre du musée juif de Bruxelles et qui ne connaissait même pas son existence. Mais bon, il paraît que je suis responsable, donc on verra ça. Donc ce sont à chaque fois des éléments qui sont utilisés par le pouvoir en place pour avoir un impact sur l'opinion publique et justifient l'injustifiable. Est-ce qu'on peut justifier qu'une démocratie, enfin, un pays qui se dit démocratique comme les États-Unis, envahisse l'Irak et il n'y a d'autre solution que de pendre Saddam Hussein? Est-ce qu'on fonctionne comme ça dans une démocratie? Je ne sais pas moi, il y a des prisons, on pouvait aller en prison. Il est jugé. Il a été jugé, bon, mascara. Mais ça c'est la démocratie qui s'exporte, on pend les gens. Après on s'étonne que d'autres coupent des têtes. Mais en fait c'est les mêmes. Ceux qui coupent les têtes aujourd'hui en Syrie et en Irak,
qu'on fait passer pour de méchants musulmans radicaux, ce ne sont que les petites mains du sionisme. Ces gens sont manipulés, tout comme ils étaient manipulés ici. Les jeunes qui sont partis en Syrie et qui sont belges, ils sont partis pourquoi? De un, parce qu'on leur a bourré le crâne. On leur a bourré le crâne, on leur a fait croire que être un bon musulman, c'était d'aller là-bas. Mais qui fait ça? Bien entendu, des gens qui défendent un intérêt sioniste, qui défendent des projets sionistes. Ce sont des gens qui attendent à la sortie des mosquées et qui vont vers certains jeunes désœuvrés auxquels la Belgique n'offre aucune perspective d'avenir, parce que cette Belgique, aujourd'hui, vous pouvez le demander autour de vous, et je pense qu'on est bien placé ici à Matongué, c'est qu'on considère que c'est Laurent Louis le raciste. Et moi, je vous dis que c'est le système qui est raciste. Parce que moi, comme Gustave l'a dit, pour moi, Gustave, il est belge. Je ne vois pas un étranger quand je le vois. Allez demander sur le marché de l'emploi, allez demander à n'importe quel autre citoyen, que ce soit du côté de Waterloo, que ce soit ou ailleurs, hein, à Anvers ou quoi que ce soit, la majorité des Belges blancs de souche, on va dire, vont toujours considérer Gustave comme un étranger. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que l'État et les politiciens n'ont pas fait en sorte que les citoyens belgo-belges considèrent les personnes d'origine étrangère, issues de l'immigration, comme des Belges à part entière. On les considère toujours comme des étrangers. Et les discriminations, elles ont toujours lieu aujourd'hui. Si vous vous appelez David Le Sage et que vous allez postuler, eh ben vous aurez toujours plus vite la place que vous appelez Mohamed Belkacem. C'est clair. Et ça, ce n'est pas normal. Et le système, l'État, défend toujours cette logique-là. Et je vais même dire plus. Les représentants de ces communautés, au niveau politique, que ce soit les représentants de la communauté congolaise ou les représentants musulmans de la politique belge, jouent tous ce rôle de collabo. Ils sont là pour servir d'attrape-voix, pour tenir sous cloche un électorat quand même conséquent, mais jamais ils ne vont défendre l'intégration, jamais ils ne vont défendre les échanges. Qu'est-ce qu'on va créer? Des foires musulmanes, des anniversaires, comme... j'ai oublié son nom, il s'appelle comment là Mampaka. Mampaka. J'ai oublié son nom. Ben oui, l'anniversaire de Mampaka, c'est un événement paraît-il ici. Hein? Donc, avec l'argent des Bruxellois, évidemment. Donc, on va organiser ce genre d'événements où les communautés restent entre elles. La foire musulmane, en soi, c'est une très belle idée. D'ailleurs, j'y étais l'année passée. Extraordinaire, la foire musulmane. C'est bien. Mais pourquoi il n'y a que des musulmans à la foire musulmane? Pas logique. Pourquoi on n'ouvre pas les portes et on n'incite pas les non-musulmans à aller voir ce que c'est que l'islam? Plutôt que de les laisser devant leur télévision à regarder RTL et croire que les musulmans ils coupent des têtes par plaisir. Non, il n'y a pas d'échange. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée qui a germé dans ma tête de créer Debout les Belges, réconciliation et unité nationale, en voulant jeter des ponts entre les différentes communautés. Et à chaque fois lors de nos manifestations, c'est toujours magnifique de voir ce multiculturalisme, parce que moi j'y tiens au multiculturalisme. Je ne crois pas que ce soit mauvais, surtout pour un pays comme la Belgique, hein, qui n'a pas une histoire patriotique de millénaires. Donc, moi j'y tiens totalement, mais ce que je constate, c'est que le monde politique a toujours tout fait pour faire en sorte que les citoyens n'aient pas d'échange entre eux. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les non-musulmans sachent ce que c'est que l'islam? On est ici à Matongué. Allez, à 500 mètres de la communauté européenne. Ouais. Vous passez la rue, vous êtes à l'avenue Louise. Une des avenues les plus riches. Personne ne sait à quoi ressemble, par exemple, la gastronomie congolaise. Personne ne vient manger ici dans les restaurants de Matongué. Ou alors très peu. Même l'histoire même qui a fait que cette rue-là, Oui. comment on a eu ça? Comment on a eu... On ne s'y intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'on nous donne comme image de Matongué? Ah, si on en croit les médias, soit les femmes vont se faire violer, soit on va se faire agresser et racketter, il n'y a que des drogués, des dealers ou des casseurs. Ah ben moi je suis désolé, on peut aller dehors, je ne vois pas de femmes agressées,
je ne vois pas de dealers, je ne vois pas de casseurs, je crois qu'il fait bon vivre ici. Ouais. Hein? Mais tout simplement, les médias donnent une mauvaise image. Diviser pour mieux régner, moins on se connaît, plus on peut introduire dans la tête des gens la peur de l'autre. Et c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est ce que j'appelle ces manipulations qui aujourd'hui mènent notre pays à la perte, mènent l'Afrique à la perte. Et il y a aussi ce que j'appelle la démoralisation de la société actuelle. C'est-à-dire qu'on autorise tout aujourd'hui, on banalise tous les comportements, on trouve normal qu'un président d'un parlement aille se masturber sur une aire d'autoroute, qu'il avoue aller sur des aires d'autoroute pour faire des rencontres, pour trouver des partenaires sexuels éphémères. Eh ben, je suis désolé, il y a 30 ans d'ici, un gars pareil n'aurait jamais eu la moindre responsabilité. Et aujourd'hui, on tolère ça. Eh bien, moi, je n'ai pas envie que mon responsable politique, il aille faire un voyage d'État en France et que, à la fin du repas d'État, ils disent « Ouais, est-ce que vous ne pourriez pas me trouver un gars hein, j'ai envie de tirer mon coup et hop, voilà. » C'est quoi ça? On a besoin de gens dignes, de gens qui ont une certaine morale. Comment voulez-vous que notre pays fonctionne bien si les gens qui le dirigent n'ont aucune morale? Ils n'en auront rien à foutre qu'on viole des femmes au Congo pour extraire du coltan. Ils n'en auront rien à faire qu'on pollue les fleuves africains pour Areva, pour l'uranium et tout ça. Ils s'en foutent, ils n'ont pas de morale, ils n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Mais enfin, imaginez, moi j'ai été à l'école, c'était au collège Sainte-Gertrude à Nivelles, et à l'école du béguinage aussi. Un prof divorcé ne pouvait même pas enseigner. Aujourd'hui, un prof peut changer de sexe et continue à enseigner. Et puis, il peut même se mettre à poil devant ses élèves pour montrer ce que c'est que la théorie du genre. Non, mais il y a des moments où il faut dire stop. Il y a eu dernièrement, et ceux qui m'ont suivi sur Internet auront très bien vu, mon coup de gueule par rapport à l'homosexualité, par rapport à cette banalisation de l'homosexualité. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais qu'on fasse ça chez soi, qu'on ne vienne pas dire à nos enfants, à nos fils, à nos filles, écoutez, finalement, oui, c'est normal que papa porte une jupe. Non, c'est pas tout à fait normal. Je le respecte, s'il a envie, ça va, mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est normal, parce que c'est pas normal. Et que deux hommes couchent ensemble, je suis désolé, moi j'ai beau voir la nature, j'ai beau voir l'anatomie, ça n'est pas normal. Il y a un petit problème, même si aujourd'hui on l'accepte. On l'accepte, ok, il y a des droits, je ne les remets pas en question, c'est comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on doit en faire la promotion. Et on le voit de plus en plus dans les publicités, dans les téléfilms, dans les débats, on prône cette manière de voir la famille aujourd'hui. Hein? On a toujours vu, par exemple, allez, dans les films, l'homosexuel, il va toujours être gentil. Il va jamais être méchant. C'est comme... Mais c'est vrai, on utilise ce genre de choses. On utilise le petit enfant noir pour amadouer les gens dans un film. Oh, ça fait pleurer. Hein? Eh bien, on utilise ici l'homosexuel, il est toujours gentil. Non, mais ce sont des manipulations. Et ils utilisent tout, le cinéma, la presse, la politique, pour faire passer leur message. Et donc ça, quand on s'en rend compte, ben, ça rend malade. Moi, ça me rend malade. Oui, bien sûr. Je vais conclure. C'est André Flao. Bon, après, je vais conclure, Monsieur le Président, en disant que moi, aujourd'hui, je ne fais plus du tout confiance au monde politique, vous l'aurez compris. Je ne fais plus du tout confiance aux médias non plus. Il faut une véritable musculation au sein de la population. Ne croyez pas qu'en manifestant, ça va changer. Il faut un changement beaucoup plus profond, qui doit passer par l'information, qui doit passer par la conscientisation de tous les citoyens. Et ça, c'est totalement important. C'est très, très, très difficile. Mais il ne faut absolument pas se décourager parce que ceux qui sont en face de nous voient très bien qu'un mouvement est en train de naître, de se développer, d'avoir de plus en plus de succès et on fait tout pour nous décourager. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut surtout continuer et ne pas baisser les bras. Malheureusement, les gens restent manipulés et manipulables. Le plus beau tract
dans la boîte aux lettres pourra toujours finalement convaincre certaines personnes de voter pour ceux qui finalement les ont plus pris pour des cons parce qu'ils ont utilisé leur argent et le plus d'argent public pour faire un tract plus beau. Mais les gens sont toujours sujets à ça, vous savez. Donner un tract en noir et blanc aux citoyens et donner un beau tract sur papier brillant, superbe, cartonné, les gens vont dire « Ah, celui-là, je suis plus confiance ». Bon, c'est celui-là qui aura coûté le plus cher aux citoyens. Et ça, pourtant, ça n'a pas de sens. L'important, ce n'est pas l'emballage, c'est le contenu. Et c'est ce que j'essaie de dire souvent au sein de la dissidence aussi. Peu importe la forme, l'important, c'est qu'on fasse passer notre message, que ce soit par la chanson, par l'humour, par de l'information décalée. Tout ça est important et nous sommes tous les acteurs de ce changement. C'est pour ça, mon livre, Debout, il se termine sur une note positive, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre le Messie. Je ne suis pas le Messie, Soral n'est pas le Messie, Dieudonné n'est pas le Messie, mais vous êtes tous ceux qui pouvez sauver ce pays et faire en sorte d'être tous des passeurs de vérité. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à tous les citoyens. Peut-être pour ça aussi l'idée du coaching. Coaching, pourquoi? Parce que les citoyens n'ont pas confiance en eux. Les citoyens ne croient pas en leur pouvoir. Or, je suis désolé, dans une démocratie, ce sont les citoyens qui dirigent. C'est eux qui mènent la danse. Si ce n'est plus le cas, et si vous estimez que ce n'est plus le cas, c'est que vous avez fait le constat que nous ne sommes plus en démocratie, mais en dictature, et que dans ce cas-là, si c'est une dictature, il est temps de se révolter avant de crever, parce que ce qui nous prépare n'est absolument pas positif, et que je crois que nous allons droit dans le mur, et que sans un réveil de citoyens, eh bien, malheureusement, nous ferons le jeu de ces 1% de la population mondiale qui dirige en fait nos pays. Voilà. Donc je vous remercie, je suis à l'écoute de toutes les questions. On écoute... vous voulez le micro peut-être? Non, parce que moi je parle fort. On a un peu perdu confiance dans tout, tout ce que la politique faisait avant. Et voilà, moi j'ai entièrement confiance. On attend. S'il n'y avait pas eu votre mouvement pour dire halte là, la grosse grève générale, s'il n'y avait pas eu votre mouvement pour dire halte là, la grève générale, ben moi je n'attendais que ça pour aller manifester notre mécontentement. Mais non. Quand j'ai vu que c'était pour servir un lieu de repos et toute la clé, ben, surtout je n'y ai pas été. Mais je crois qu'on a vraiment besoin là, de reprendre. Je pense qu'on est prêt à bouger, certains à son niveau, mais d'avoir, voilà, en vous, j'ai entièrement confiance. Je ne sais pas qu'il y a des petits complots derrière, justement, non. Et je crois que déjà ça, voilà, on a besoin d'un éclaireur pour dire, voilà, merci de nous avoir avertis que cette fameuse grève, dont je rêvais, soulèvement de la population, pas content. Je suis content de ne pas y avoir été. Quand je vois la belle photo avec une patte rouge sur des petits pulls rouges, la ligne se pouf, quoi. Merci de ne pas m'avoir fait participer à ça, quoi. Mais écoutez, justement, ça c'est quelque chose qui implique toujours un certain combat de ma part, parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Et donc lorsque je dis publiquement sur Facebook, parce que c'est surtout là que je m'exprime, que voilà, quelques jours avant la manifestation, qu'il ne faut pas y aller, parce que manifester de 1 ne sert à rien. Si manifester servait à quelque chose, ça fait bien longtemps que ce serait interdit. Manifester ne sert à rien. Et j'ai dit en plus, ça allait être récupéré à des fins politiques, c'était clair, et j'ai eu raison. J'ai eu raison. Donc je suis content, c'est qu'au final, les faits me donnent toujours raison. L'histoire de Luperto, aujourd'hui, me donne raison. Quand je disais il y a 1 an et demi que nos responsables politiques n'avaient aucune éthique et aucune morale, ça me donne raison. On a un président de l'Assemblée qui va se masturber sur une aire d'autoroute. Où est l'éthique, où est la morale? Elle n'est pas là. Et ce n'est pas le seul. Et s'il paye aujourd'hui, je ne sais même pas comment ça a éclaté. Parce que c'est fantastique que ça éclate. Il y a certainement une affaire politique là derrière. Ça, c'est certain, parce que sinon ils sont protégés. Mais voilà, j'essaye d'ouvrir les yeux autant que possible. Mais bon, des fois des gens comprennent, les gens ne comprennent pas. Je vais même dire au sein de la dissidence, il y a des fois des gens qui ne comprennent pas. À part vous, à part votre site, oui. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, je veux dire, je vais aller manifester, par exemple, mais je dois être sûr que je ne sais pas une. Mais aujourd'hui, à chaque fois que vous allez manifester, ce sera repris par un mouvement politique. Ah oui, enfin, je veux dire, il n'y a que votre site. Debout, le belge.
Oui. Oui, mais Debout les Belges est là, on est là. Moi, j'aime pas parler de mouvement, enfin, j'aime pas parler de trucs politiques, de partis politiques. Il n'y a pas que Debout les Belges, hein. Il y a d'autres personnes qui donnent des avis intéressants. Je pense qu'au sein de la dissidence, peu importe qu'on aime ou pas la personne, l'information est toujours bonne. Je pense que les informations qu'on peut lire sur croix.fr sont très intéressantes. Salim Laibi, le libre penseur, c'est très bien. Marion Sigaud, Meta TV. Là, il ne faut plus choisir parce que bon, il y a des invités, on peut ne pas les aimer. Corinne Gouget, je pense que pour la santé et savoir tous ces poisons que nous ingurgitons à longueur de journée, ça c'est important de la suivre. Égalité, réconciliation, il y a plein de bonnes choses. Et tout ce qui passe par Dieudonné également. Voilà. On travaille à mettre sur pied un réseau d'information plus cohérent, plus organisé, avec des moyens. Et justement, les moyens, c'est ce qui explique la création de la non-assurance, pour justement pouvoir bénéficier de ces bénéfices de l'assurance pour développer la dissidence, parce qu'aujourd'hui, on a un problème financier qui fait qu'on n'a pas de moyens, et donc on est toujours à la merci. Merci. Bon. Donc, ce que Laurent vient d'expliquer, là, évidemment, je suis entièrement d'accord avec lui. Et alors, le problème, comme tu viens de dire, c'est qu'on a du mal à trouver des gens qui nous suivent parce qu'on a un problème de conscience. On a anesthésié, il faut bien savoir qu'on a anesthésié notre conscience par la malbouffe, par toutes les drogues qui existent, et on l'anesthésie de plus en plus jeune. Et maintenant, on a trouvé un nouveau système pour anesthésier la conscience des gens afin qu'ils ne restent vraiment des moutons de Panurge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chemtrails ou des chemtrails, c'est-à-dire qu'on est en train d'asperger notre planète de produits qui vont nous démolir notre cerveau, en plus de créer des maladies. Et il y a une association qui s'est faite en France qui s'appelle ACEPICA, et je vous invite à... je me suis inscrit. Malheureusement, quand je me suis inscrit, j'étais que le 3e en Belgique. Et pourtant, ouais, et mon inscription au total, j'étais le 480 en Lisbonne ainsi. Et là, on n'a pas besoin de preuves, comme on reproche toujours à Laurent Louis. Oui, il parle du Rupo, il dit que c'est un pédophile, mais qu'il amène des preuves. Bien évident que c'est pas possible qu'il amène des preuves, sinon on va les suicider à l'avance. Mais ici, la seule preuve qu'on peut avoir, regardez le ciel. C'est tout. Et c'est expliqué dans ce petit folder ici que je me suis occupé, que j'ai lu directement d'ACEPICA, et que j'essaye de diffuser avec mon imprimante, et j'essaye de diffuser aussi un maximum, pour que vous puissiez regarder ce qui se passe dans le ciel. Il y a des choses qui sont incroyables. Et là, la preuve, elle est là. Donc là, réveillez-vous un peu, parce que si on ne fait vraiment rien, ça sera irréversible. Parce que des cerveaux anesthésiés de plus en plus jeunes, vous ne savez pas les rattraper. Quand on bousille les cellules là-haut, c'est ça qui fait marcher la pensée, qui fait marcher le reste du corps. Et alors, plus moyen de marcher pour manifester, ni éventuellement cogner si c'est nécessaire. Parce que par moment, on a envie aussi. Donc, c'est le fluor. Est-ce que c'est ça qui nous a fait accepter l'homosexualité? Je rentre pas là-dedans. Moi, je dis, il faut vraiment se réveiller. C'est un danger. Je vous invite de prendre ça gratuitement et de vous inscrire. Commence avec les bouteilles d'eau et dentifrice. Parce qu'il y a du fluor. Je vais répondre par rapport au Québec. Voilà. C'est quelque chose. Et l'inscription, attends Laurent, et l'inscription via Internet ne coûte que 10 € minimum. Alors, Éclair, qui vient de passer justement à Meta TV, serait vraiment heureux de voir qu'il y a quelqu'un au moins qui se bouge en Belgique pour qu'on se retrouve plus que 3. Et alors, quelque chose d'autre aussi, que je voulais vous dire, parce que je fais aussi partie d'un mouvement, que je parlerai par après, c'est que, et ça a été dit aussi à Meta TV par le collègue de Claire, qui s'appelle Philippe, on essaye de nous faire peur, en nous menaçant. De toutes sortes de choses, et si vous voulez être un dissident, on essaye de vous faire peur en menaçant votre famille et tout ça. Et Laurent, on sait quelque chose. Et même Dieudonné aussi, on sait quelque chose. Et alors,
Il faut essayer, pour éviter d'avoir peur, de ne pas avoir peur de toutes les menaces qu'on peut vous faire, c'est d'essayer d'attraper une foi, mais pas une foi aveugle, une foi comprise. Donc c'est à vous de vous bouger, hein. C'est un demande beaucoup de travail, si vous voulez vraiment vous réveiller. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Je vous invite et vous prenez ça à la sortie. Merci. Voilà. Bah, il faut faire des recherches, il faut regarder, il faut s'informer, se faire sa propre opinion. C'est très gros. C'est très gros. C'est difficile. Ne commencez pas par les chemtrails pour ouvrir les yeux des citoyens, parce que ça ne marchera pas. 11 septembre. Je pense qu'il faut commencer plutôt par le 11 septembre. Tout ce qui est aujourd'hui la stigmatisation de l'islam et des musulmans, je pense que là c'est quelque chose d'important. L'Afrique, qui est devenue un hard discount à ciel ouvert, ça c'est une réalité, il suffit de regarder. Tout vient de l'Afrique, on prend et on ne leur donne rien en retour. Des pays ultra riches comme le Congo ont des populations qui sont ultra pauvres. Il faut quand même se poser la question, comment est-ce possible? Ce n'est pas parce que Kabila s'est mis tout l'argent dans la poche non plus. Il n'y a pas que ça, même si c'est un des plus riches aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. C'est tout simplement le vol des ressources naturelles, des matières premières qui fait que ces pays ne peuvent pas donner un avenir décent à leur population. Alors, je pense que les chemtrails, il faut s'y intéresser. Ben, ça fait partie un peu de tout ce qui concerne la santé. Et je l'ai déjà dit au Parlement, ce que nous mangeons, ce que nous respirons nous tue. Il est clair qu'il y a une volonté de nous empoisonner. Pourquoi? Parce que ça fait marcher l'économie. Un homme malade rapporte. Un homme en bonne santé ne rapporte pas. Et s'il ne rapporte pas, on le fait consommer. Donc, en permanence, on consomme, on consomme, on consomme. Et quand on est malade avec ce que nous avons consommé, nous consommons des médicaments. Voilà. Et donc, comme ça, c'est une chaîne sans fin. On peut me prendre pour un fou lorsque je dis ça, mais je peux vous certifier que les lobbies pharmaceutiques, que les lobbies alimentaires sont à l'Europe, qu'ils ont des bureaux au sein de la Commission européenne et que c'est eux qui dictent la politique. Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi on devrait favoriser l'industrie pharmaceutique si on n'a pas envie de nous rendre malades? Ça semble quand même logique. Donc, pour qu'ils fassent des bénéfices, il faut qu'on soit malade. Donc, des esprits tordus, comme ceux qui nous dirigent, qui sont capables d'inventer des attentats du 11 septembre pour aller se remplir les poches en Irak et en Afghanistan, pouvez-vous rassurer, enfin non, vous vous inquiéter, c'est qu'ils ne vont pas faire attention à vous et qu'ils n'en ont rien à faire que vous soyez malade, que vous ayez des cancers et que vous deviez consommer des médicaments toute votre vie. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je devais dire aujourd'hui. Et là-dedans, que ce soit Dieudonné, Soral, n'importe qui, nous devons lancer un appel à la population, c'est de dire, écoutez, peut-être que vous n'allez pas comprendre certains de nos actes. Peut-être que vous n'allez pas comprendre certaines de nos idées. Mais si nous les posons, c'est dans un but bien précis. Soral et Dieudonné aujourd'hui sont attaqués par rapport aux partis politiques qu'ils sont en train de mettre sur pied, Réconciliation nationale. On a dit, oui, Soral il a critiqué la politique pendant des années, mais là il veut en faire. Oui, il veut en faire pourquoi? Parce qu'il a très bien compris, et j'ai été un des premiers à encourager Dieudonné à aller dans cette voie-là, c'est que lorsqu'on a un mouvement politique en France et qu'on se présente aux élections, on a droit à la liberté d'expression et qu'on apparaît même à 20h30, après le journal télévisé, dans les petits clips électoraux. Que ce soit Égalité, Réconciliation nationale, le Front national, l'UMP ou le PS, tout le monde y apparaît. Et donc, j'ai toujours dit, il faut essayer d'aller dans cette voie-là pour avoir cet accès, parce qu'on ne pourra pas leur interdire. C'est prévu par la loi. Nous n'avons pas ça en Belgique. Non, non. Il y a les clips, hein, mais c'est le PS et le MR, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Donc, voilà, il y a des gens qui vont critiquer ça. Nous, on utilise les failles du système contre lui. Et il faut toujours chercher les raisons, essayer de comprendre notre démarche.
Mais nous, on essaie de se démerder. C'est pas facile, parce qu'on a tout qui nous tombe sur le dos. Moi, je sais très bien que je suis grillé, je ne peux pas trouver d'emploi en Belgique. J'ai pas beaucoup d'alternatives devant moi, si ce n'est l'exil. J'ai certainement pas fait fortune avec la politique, parce que les avocats, ça coûte. L'ennui, c'est qu'on me met sur le dos des procès farfelus à longueur de temps. Il y a le procès d'Irupo et Maître de Penningen, qui n'est pas terminé, qui se terminera peut-être à la Cour européenne des droits de l'homme, comme on est parti. Il y a un deuxième procès par rapport à un financement occulte de l'Iran, dont je suis visé comme organisation terroriste, ça coûte de l'argent. Ouais, je suis terroriste, moi. Donc, c'est grave. Alors, il y a une action contre mon ancien mouvement politique, le MLD, parce que j'aurais détourné 300 €. Il y a quand même une affaire. Donc, voilà. Et alors que j'ai investi 19 000 € en fonds personnels dans le MLD à l'époque, voilà, on dit que j'ai détourné 300 €. Ce sont des gens qui sont bien entendu payés par d'autres partis pour faire ce genre d'attaque. Et il y a bien entendu le procès qui est en train de se préparer. Vous avez certainement dû voir qu'au mois de septembre, le 17 septembre, j'ai comparu devant le tribunal correctionnel sur une citation directe du CCOJB, dans les organisations juives de Belgique. Il y avait un vice de procédure, ils n'ont pas fait le dépôt de plainte devant la bonne chambre, donc ça a été reporté, et jusqu'ici c'est toujours reporté. Mais la semaine passée, j'ai été convoqué à la police de Charleroi pour m'expliquer sur tout un sujet concernant mon antisémitisme prétendu, et où j'ai même dû m'expliquer sur mes goûts alimentaires. Imaginez qu'on m'a posé comme question, pourquoi vous avez dit que vous aimiez bien les ananas grillés avec du chocolat chaud? J'ai répondu, désolé, je ne crois pas que c'est un crime. Si certains y voient un crime, je sais bien l'ananas grillé, ça peut faire penser à quelque chose, mais non, c'est juste un ananas grillé, c'est très bon, vous savez. Surtout avec un peu de chocolat chaud, délicieux. Mais, voilà. Donc il y a encore ces procès-là qui se présenteront prochainement, donc tout ça coûte de l'argent. Et bientôt homophobe. Oui, certainement qu'il y aura une plainte pour homophobie. Enfin, écoutez, voilà. Donc je ne crois pas que ce soit un crime de respecter tout simplement la loi. Vous savez, avec moi, il n'y a aucune question taboue et je peux toujours vous tout expliquer. Il n'y a que les gens qui font des choses malhonnêtes, qui ont des problèmes avec ce genre de questions et la transparence. Vous pouvez me demander combien j'ai, vous pouvez me demander de quoi je suis propriétaire, je vous répondrai à tout, parce que tout simplement, je ne l'ai pas volé. Meilleur moyen, il faut se procurer le livre. Laurent, tout est bien expliqué. Moi, je vais commencer. Je pense que c'est la meilleure solution. On a plus des masses de questions. Moi, j'en ai peut-être moins. Voilà, franchement, c'est la meilleure chose à faire, c'est vraiment de prendre le livre, de prendre le temps de lire à son aise. Tout est bien mis, tout est bien expliqué. Je pense que c'est la meilleure solution. Tu l'as fini? C'est le plus. Non, je suis en plein dedans. Moi, j'ai fini. Je l'ai avalé. Je pense que c'est lui qui nous donne directement le mot de la fin. Merci d'être là. C'est-à-dire que le livre est là. Ceux qui n'ont pas encore l'occasion, vous pouvez le prendre. Ce qui est important, voilà le mot de la fin. Il faut qu'on arrive à lire. Parce que là-dedans, personne ne peut le combattre. S'il fait des émissions comme ça, on peut supprimer, on peut tout faire. Mais quand vous avez le livre, vous l'avez avec vous. C'est comme ça que les idées peuvent passer. C'est là qu'on a tout dedans. Les connaissances aujourd'hui sont dans le bouquin. Au moins l'histoire de ce qui s'est passé. Vous garderez cela, il y a moyen de marcher avec. Et ceux qui sont attaqués dans son livre, directement et indirectement, n'ont pas la possibilité de rétorquer, ce qui est la preuve que c'est la vérité. Voilà. Je vous remercie tous. Au nom de Laurent, Laurent Louis, merci pour la présence. Je pense qu'on peut applaudir bien fort.